Mais qualitativement, la psychose primaire des adultes et la psychose primaire de l'enfance sont les mêmes. On peut dire que chez certaines personnes, la psychose primaire peut survivre au-delà de l'enfance pour être la psychose primaire des adultes. Pas étonnant donc que la description de deux psychoses soit identique. La psychose primaire de l'enfance ne pose aucun problème du point de vue des soignants pendant les 10 premières années environ, car la naïveté et la maladresse psychologique accompagnant la psyché raide sont considérées, surtout pendant les premières années de la vie, de manière compréhensible comme normal symptôme de l'enfance. Les mêmes symptômes, cependant, pendant la période généralement considérée comme la période de maturité mentale, sont déjà considérés comme anormaux et très justement décrits comme puérilité. Et c'est pourquoi, dans la psychose primaire, le syndrome de l'enfantillage est inséparable du syndrome de psyché rigide. Sortir de la psyché rigide de l'enfance est l'étape la plus importante du développement mental humain. Cela signifie que l'état de la psychose primaire peut être dépassé. Et c'est ainsi que nous devenons mentalement mûrs. Car la maturité est la capacité de s'adapter aux réalités du monde environnant, tandis que l'enfantillage signifie se détacher de ces réalités, vivre dans la continuité du monde des contes de fées. Il faut comprendre que près d'un quart des personnes considérées comme des adultes ne sont pas excusez-moi. Il faut comprendre que près de 75 jusqu'à 90% des personnes considérées comme des adultes ne sont pas psychologiquement matures parce qu'ils n'ont pas surmonté les stades d'une psyché rigide. Leur psychisme reste donc à la fois mentalement rigide et enfantin. Mais ce n'est pas tout. La souplesse mentale acquise à l'adolescence n'est pas donnée pour toujours, alors que la transition de la psyché rigide à la psyché flexible met fin au processus de maturation de la psyché d'un enfant. Les premiers signes du processus de vieillissement de la psyché est la perte de cette flexibilité mentale. Et encore une fois, il y a un syndrome de rigidité mentale et bien sûr un inséparable avec lui, le syndrome de l'enfantillage. Un tel raidissement tardif de la psyché n'est rien d'autre qu'une psychose primaire acquise avec l'âge, la psychose secondaire. L'âge de transition de la psyché rigide de l'enfance à la psyché flexible de la maturité psychologique et l'âge de transition de la psyché flexible de l'âge adulte à la psyché rigide de la vieillesse sont très individualisés et déterminés comme il semble génétiquement. Alors qu'à l'adolescence, plus de 15 jusqu'à 25% plus de 10 jusqu'à 25% des personnes dépassent l'état de psychose primaire et apprécient la forme mûre de la psyché humaine dans toutes ses variétés individuelles pendant plusieurs dizaines d'années de vie. Presque personne ne parvient à vivre jusqu'aux dernières années de la vie sans revenir à la psyché rigide, c'est-à-dire à la psyché primaire de la vieillesse. Dans la vieillesse, nous l'appellerons psychose primaire tardive ou psychose secondaire. Ainsi, près de 75 jusqu'à 90% de la population humaine ne connaîtra pas un état de la psyché flexible, même pour un instant. En appelant un chat, ces personnes ne deviendront jamais mentalement mûres, psychiquement mûres. De plus, la psychose primaire des adultes, déjà dans sa période initiale, peut être exacerbée, allant de la paranoïa au trouble du spectre schizophrénique. Naturellement, la psychose primaire des adultes, étant la continuation de la psychose primaire de l'enfance, protégera contre l'anxiété comme elle le fait depuis des millions d'années. Pour cette raison, les troubles du domaine de troubles anxieux, y compris la dépression, ne survient pas dans ces 75 jusqu'à 90% de la population. Cependant, la complication la plus courante, mais sous-estimée de la psychose primaire des adultes est la paranoïa. En fait, le terme psychose paranoïque pourrait être utilisé à la place du terme psychose primaire,
parce que ce dernier est en fait la psychose primaire d'une intensité extrême. Qualitativement, toute psychose primaire sous-jacente est une psychose paranoïque. Cependant, il est d'usage de ne parler de paranoïa que dans le cas d'une extrême rigidité mentale qui menace l'environnement. En fait, toute psychose primaire peut, au moment le moins attendu, prendre une forme dangereuse pour l'environnement, surtout quand cet environnement n'est pas en termes amicaux avec une personne psychotique. Il semble qu'environ un tiers des psychoses primaires sous-jacentes des adultes deviennent au fil des années si graves qu'elles deviennent paranoïques et inquiètent les familles, les voisins et les amis. Cependant, ils ne dépasseront pas la gravité de la paranoïa. Avec le fonctionnement social préservé, ils ne peuvent pas être placés sous la garde des systèmes de protection sociale, des systèmes de santé ou systèmes pénitentiaires. Un autre tiers de personnes atteintes de psychose primaire paranoïque se retrouveront là-bas. Et ils sont un véritable fléau pour le personnel médical des hôpitaux psychiatriques. Ces personnes sont hospitalisées totalement contre leur gré, placées là par décision de justice et mènent une lutte constante pour être libérées, sans échapper aux menaces ni même aux actes criminels contre les personnes encadrant leur hospitalisation. Bien sûr, il ne peut y avoir de traitement psychiatrique car en dehors des attitudes antisociales flagrantes, résultant d'une psyché extrêmement rigide, dans la plupart des cas, il n'y a pas de trouble mental précis de quelque nature que ce soit, concernant par exemple le système logique ou émotionnel moins. Nous n'avons affaire qu'à la raideur mentale, psychique, les fonctions de la conscience bien préservées, en particulier le système logique. Ces personnes ont tous les droits civils, y compris le droit de refuser le traitement proposé. Et enfin, le dernier tiers de la population souffrant de la psychose primaire, dans ce groupe situé entre les deux premiers, en ce qui concerne l'intensité de la rigidité mentale et donc l'intensité modérée, il y a des personnes souffrant de troubles du spectre de la schizophrénie et, attention, de nombreuses personnes de plus haut sommet de la sphère politique et économique, aussi artistique et show business. S'il n'est probablement pas surprenant pour beaucoup de gens que la psychose primaire puisse évoluer vers une forme plus complexe de la psychose de la schizophrénie et les troubles du cercle de schizophrénie, il est sans aucun doute surprenant de découvrir qu'un grand pourcentage de personnes parmi l'élite politique, économique des spectacles et même scientifiques souffrent d'un degré modéré de psychose primaire. Cela implique que la rigidité mentale ne signifie pas toujours un fonctionnement humain altéré dans tous les domaines de la vie. Oui, tous ces domaines dans lesquels la capacité de communiquer avec l'environnement est importante seront en fait le domaine d'un échec et finalement d'un découragement pour les personnes souffrant de la psychose primaire. La rigidité mentale conduit à une perte progressive de la capacité de communiquer avec l'environnement et par conséquent à un isolement plus ou moins visible. Mais c'est précisément cette rigidité mentale et même cet isolement qui peuvent être d'une grande aide dans certains aspects de la vie.